11h18 et nous allons parler d'un mystère toujours présent avec Christophe Ondelat, que je salue. Que je salue, et je vous salue en retour. Que vous connaissez. Oui, j'espère. Que j'aime. On s'aime. Oui. Que nous aimons, que vous aimez, parce que vous avez une qualité pour raconter les histoires, c'est important, mais surtout, vous avez une exigence. Ah, c'est bien que vous soulignez ça. Vous ne dites pas n'importe quoi, vous ne faites pas n'importe quoi. J'ai raconté plus de 1100 histoires sur cette chaîne, et j'ai eu 2 procès de tueurs en série qui m'accusent de porter atteinte à leur honneur. C'est tout. Vous êtes un journaliste avec tout ce que cela veut dire, c'est-à-dire check et contre-check, comme disait l'autre, et une volonté de ne pas raconter de salade à l'auditeur. Alors, Grégory Villemain, on va en parler, retrouvé noyé, ligoté le 16 octobre 1984, il y a 40 ans, jour pour jour. Les gens de ma génération, moi j'avais 20 ans en 84, cette affaire a marqué évidemment la France, et elle a marqué toute une génération. Il est retrouvé dans une rivière des Vosges, près de 18 000 pièces de procédure, 7 magistrats instructeurs. Il n'y a qu'une question qui compte, je ne vais pas vous la poser tout de suite, il n'y a qu'une question qui compte. Qui a tué Grégory ? C'est la seule. On a aujourd'hui, c'est très compliqué. Bon, d'abord, préalable, je ne suis pas un spécialiste de l'affaire Grégory. Pour les raisons que vous citez tout à l'heure, je tiens toujours à le dire, ces choses-là. Il y a des dossiers que je connais par cœur. C'est pas le cas de l'affaire Grégory. Et je le connais beaucoup moins bien que Patricia Tourangeau, par exemple, qui pour moi est la référence avec Laurence Lacour. Mais Patricia a beaucoup plus suivi les rebondissements de ces dernières années. On a, aujourd'hui, le début d'une vérité sur l'affaire Grégory, mais qui ne sera possiblement jamais confirmée par une décision judiciaire. Ça tient à une enquête qui a été rouverte en 2008, je crois, et qui a connu un gros rebondissement en 2017, puisqu'en 2017, donc plus de 30 ans, 33 ans après la mort de Grégory, on a mis en examen 3 personnes pour le meurtre de Grégory. Muriel Boll, qui est cette gamine de 15 ans qui, à l'époque, avait dit c'est Bernard Laroche qui a enlevé Grégory, qui l'a livré on ne sait pas à qui, et puis qui avait fait marche arrière. Donc elle a été mise en examen pour assassinat. Donc l'idée est intéressante, c'est que Muriel Boll n'est pas que la gamine de 15 ans qui voit enlever Grégory et qui le voit disparaître. L'idée est qu'il aurait contribué à l'enlèvement du petit garçon, 15 ans. Et les 2 autres hypothèses posées par les mises en examen, c'est que Bernard Laroche ait livré le petit garçon à son oncle et à sa tante, qu'il aurait tué et jeté dans la rivière la Vologne. Simplement, il prononce les juges d'instruction, les mettre en examen tous les 3. Puis au bout d'un moment, la chambre de l'instruction est obligée de constater que ça manque de preuves, quoi. Ça manque de preuves. Et donc, ça fait l'objet d'un non-lieu. Et à partir de maintenant, les 3 personnes qui étaient mises en examen, soit elles craquent, soit elles finissent par dire je vous mens depuis 40 ans, soit elles meurent, les époux Jacob. Elles sont toujours mises en examen à l'heure à laquelle non. Les mises en examen ont été levées. La chambre de l'instruction a dit ça tient pas. Il n'y a pas assez de preuves. Alors Théo Grévin est avec nous et lui-même va peut-être nous faire. Bonjour Théo Grévin. Bonjour Pascal. Vous êtes journaliste d'Europe 1 bien sûr, et puis vous êtes allé dans les archives et vous avez peut-être quelques éléments à nous proposer pour, comme on dit, recontextualiser. Et on peut revenir sur le début de cette affaire déjà, 16 octobre 84, 40 ans jour pour jour, et les journalistes sont envoyés sur place. Christophe le disait... Mais pas le 16 octobre. Le 16 octobre, je crois que c'était Jérôme Godefroy, j'ai lu un de ses tweets, il était à Europe 1 à l'époque, et il dit c'est une dépêche qui est tombée. Aucun journaliste de la station n'a cru bon donner l'information le 16 octobre. C'est en tout cas un des tweets de Jérôme Godefroy que j'ai vu. Il dit qu'il n'en a pas parlé tout de suite dans ses flashs. Mais 2 jours plus tard, il y a des journalistes qui sont envoyés sur place pour Europe 1. C'est Laurence Lacour. Elle est correspondante dans l'Est de la France et elle dresse les premiers contours de l'affaire. Ce qui est intéressant, vous allez l'entendre, c'est que 2 jours après le début, 2 jours après l'assassinat de Grégory, on a déjà quasiment tous les éléments clés de l'affaire.
A priori, les parents du petit garçon âgé de 4 ans, Jean-Marie Villemain et sa jeune femme, mènent une vie tranquille dans leur pavillon construit à la sortie du village. Pourtant, comme les 70 autres personnes qui composent cette famille, ils font l'objet d'un odieux chantage de la part d'un inconnu qui leur répète sans cesse qu'il se vengera un jour. Personne ne pouvait se douter que cette vengeance allait ressurgir mardi après-midi quand Grégory est sorti de l'école et qu'un individu en voiture verte l'a enlevé juste devant chez lui. Quelques heures plus tard, un nouveau coup de fil, toujours la même voix qui dit « J'ai pris l'enfant du chef, je l'ai jeté dans la Vologne, je suis vengé ». On retrouvera 4 heures plus tard Grégory noyé, pieds et poings liés, une cordelette enroulée autour du cou. Ça, c'était Laurence Lacour le 18 octobre 84. L'expression pieds et poings liés, on l'a souvent entendu. Et il y a un homme qui se souvient bien de la découverte du petit corps de Grégory noyé dans la Vologne. C'est Étienne Sesma, jeune capitaine de gendarmerie. Il avait à peine 30 ans. Et il publie les 2 affaires Grégory aux éditions des Presses de la Cité. Je l'ai rencontré la semaine dernière pour Europe 1 et il nous raconte ce moment. Un moment extrêmement fort, dans une ambiance très lugubre. Moi, ce qui m'avait surtout marqué, c'est quand on l'avait amené après dans un local pour l'observer. On a découvert le corps d'un enfant avec une ficelle qui l'attachait de façon assez légère autour de la tête, des poignets et des chevilles. Cet enfant avait son bonnet abattu sur son visage. Quand on l'a levé, on a l'impression d'un enfant qui dormait. Il n'y avait aucune trace de coup, aucune trace de strangulation, de blessure. Et très vite, on a l'impression d'un enfant qui est sacrifié. Alors le meurtre, il est rapidement revendiqué par un corbeau qui envoie une lettre à la famille. Il y a des soupçons qui s'orientent assez vite vers un membre de la famille. Vous le disiez Christophe, Bernard Laroche, le cousin de Jean-Marie Villemain, qui est inculpé début novembre 84 grâce à des expertises en écriture et le fameux témoignage de Muriel Boll, sa belle-sœur, qui indique avoir été chercher le petit Grégory avec Bernard Laroche, mais elle se rétracte quelques jours plus tard et elle s'explique au micro d'Europe 1. Vous me forcez à dire que j'étais avec mon beau-frère dans la voiture. J'avais confiance aux gendarmes. Et puis c'était un piège, il s'est tombé dedans. Pour vous, votre beau-frère est innocent. Innocent qu'il est. Pourquoi êtes-vous tombé dans ce piège? J'avais peur des gendarmes et puis ils ont profité que j'étais tout seul. Puis j'ai 15 ans, je suis pas majeur. Vous n'êtes pas allé chercher Grégory? Je connais pas le petit Grégory Villemain. Muriel Boll, ça c'était le 7 novembre 84. Bernard Laroche, lui, est finalement libéré suite à cette rétractation et l'enquête repart finalement de zéro. Il y a un rebondissement un mois plus tard, c'est le père du petit Grégory, Jean-Marie Villemain, qui est convaincu de la culpabilité de son cousin. Il le tue et il y a une archive assez incroyable qu'on a retrouvée. Il avait laissé entendre qu'il se ferait justice lui-même quelques jours avant d'assassiner son cousin. C'était sur Europe 1. Ça ne peut être que lui. Vous en êtes convaincu aujourd'hui? Convaincu pour moi personnellement, oui. Maintenant j'attends que la gendarmerie le prouve à 100%. Il faudrait qu'il avoue un jour ou l'autre. Et c'est pour ça que je dis, même les personnes en dehors de la famille, la population française, fassent le nécessaire que la peine de mort soit mise. Est-ce qu'à un moment vous avez songé à faire justice vous-même? Oh, mais de toute façon j'y songe toujours. Hein. Jean-Marie Villemain est incarcéré, il est condamné à 5 ans de prison et vous entendiez tout à l'heure Étienne Sesma, le premier directeur d'enquête. Pour lui, l'assassinat de Bernard Laroche, c'est l'une des raisons pour laquelle l'enquête n'a pas encore abouti aujourd'hui. Au bout de 15 jours, on avait le sentiment que l'affaire Grégory était réglée, qu'elle était résolue. On avait le 5 novembre suffisamment d'éléments pour présenter Bernard Laroche devant le juge d'instruction, qu'il a inculpé et incarcéré. Donc on avait à ce moment-là vraiment la conviction que l'affaire était terminée. On avait tous les éléments nous permettant de le mettre en cause. À la fois les expertises en écriture, les expertises un peu plus tard en voix, les témoignages, le témoignage de Muriel, l'absence de mobile. Tout ça amène la justice à considérer que c'est bien Bernard Laroche qui a enlevé Grégory. C'est ce que dit la justice en 1993. Elle le répète en 2017. Alors malgré ça, on est dans une impasse aujourd'hui. Il y a des expertises qui sont attendues, des résultats d'expertise. Encore? Oui, qui sont attendus dans les prochains mois. Expertise sur quoi? Expertise notamment sur le timbre, je crois. Le timbre vocal, voilà, du corbeau. Non, le timbre, la question est réglée. Le timbre, on n'a pas trouvé d'ADN sous le timbre. D'accord. Ouais. Et Marie-Christine Chastan-Moran, on va l'écouter, l'avocate des parents Villemain, elle explique tout d'abord qu'ils vont bien et qu'ils attendent de nouveaux résultats permettant peut-être d'identifier le corbeau.
Ils vont bien, hein. Ils sont installés depuis un long moment dans la région parisienne. Ils sont parents, grands-parents, ils sont reconstruits. Une chose et leur moteur, c'est de poursuivre les investigations pour connaître la vérité. À l'heure actuelle, nous sommes dans l'attente de retours d'expertise scientifique, les unes concernant les ADN et les autres concernant la voix du corbeau. Pour l'instant, nous attendons de savoir s'il est possible, à partir des enregistrements du corbeau, d'identifier l'empreinte vocale du corbeau. Dans la mesure où c'est possible, ensuite pourront être faites des comparaisons avec les voix enregistrées de l'époque. Cette affaire est fascinante. Merci d'abord Théo Grévin pour la qualité de ces archives et de ce que vous nous avez dit. Cette affaire est fascinante pour plein de raisons. Il y a le drame, il y a évidemment le contexte, il y a la presse aussi. C'est-à-dire que la presse ne ferait pas aujourd'hui ce qu'elle a fait il y a 40 ans, Christophe. Je le souhaite, je suis pas sûr. J'en suis sûr. Je suis pas sûr que 40 ans. Aucun directeur de rédaction n'accepterait de voir ce qui s'est passé à l'époque, aujourd'hui. Vous n'avez pas suivi l'affaire Daval, qui a été un carnage médiatique. BFM TV a décidé de faire cette histoire assez ordinaire. Ceux qui m'écoutent savent que des crimes comme celui qui a été commis par Jonathan Daval, il y en a 20 par an. Ils ont focalisé sur cette histoire, ils en ont fait leur histoire, ils ont pesé sur l'instruction. Non, il y a eu... Moi, malheureusement, là où je ne partage pas votre avis, c'est que dans l'affaire Daval, il y a un mystère et un rebondissement. Et ça, il n'y en a pas 50 par an, quand même. Si, des gens qui ont tué leurs femmes, qui participent aux recherches, qui pleurent de manière outrancière devant les caméras, pardon de vous le dire, il n'y en a pas 50 par an, mais il y en a eu plusieurs dizaines dans l'histoire criminelle. Mais c'est vrai que les journalistes, il y a 40 ans, prenaient parti, par exemple, il y avait entre RTL et Europe 1 quasiment un affrontement. Jean-Michel Bézina est décédé, mais il était d'un camp pour RTL. Et puis, vous aviez Europe 1 qui était un autre camp. Et puis, vous voyez cette scène d'enterrement où tous les journalistes sont là avec les caméras et les photos. Il me semble qu'aujourd'hui, aucun directeur de rédaction n'accepterait ça, que la presse est plus morale. Mais peut-être est-ce que je me trompe. Pendant des décennies, l'affaire Grégory a pesé sur le traitement des faits divers. Je peux vous en parler parce que quand moi j'ai commencé fait entrer l'accusé, c'était sulfureux de raconter des crimes. Hein. En l'an 2000, moi je commence en 99, c'est sulfureux de parler de crimes à cause de l'affaire Grégory. Le poids de l'affaire Grégory est toujours là sur la profession. Je pense que le choix qu'a fait BFM TV de consacrer une grande partie vous n'êtes pas gentil avec nos amis de BFM TV, ils peuvent pas nous répondre en plus. On marque une pause parce qu'il est 11h30. Qu'ils répondent, moi je vous dis ce qui s'est passé. Voilà, ils peuvent pas nous répondre et puis comme on est un peu en concurrence, non pas Europe 1, mais moi je suis en concurrence souvent avec eux quand je suis sur CNews, ça fait une raison supplémentaire. Ils peuvent pas nous répondre. Alors le grand spécialiste, c'est Monsieur Rizet, je crois, qui est sur BFM TV. Bon, écoutez... Non mais qui est un copain, on s'est jamais fâché sur cette affaire-là. Bien sûr. Mais mieux vaut on peut pas être autre chose que copain. Bien sûr. Il est 11h31. Bon, en tout cas, vous pouvez d'abord intervenir. Bien sûr. Parce qu'on va être ensemble jusqu'à midi. Moi, je trouve que c'est très intéressant. Et puis d'avoir Christophe, vous pouvez lui poser toutes les questions du monde avec Christophe. Notamment ce rapport qu'ont les journalistes avec les faits divers. Pourquoi c'est intéressant les uns et les autres? Quand j'étais gosse, il y avait Frédéric Potcher sur cette antenne. Oui, mais Potcher, il racontait des procès finis ou en cours. En cours. Il tirait pas des points. Comment il parlait? Des plans sur la comète. Marie Ménard arrive et le président est là. C'était formidable. Je sais pas si on peut retrouver d'ailleurs la voix de Frédéric Potcher, Fabrice David. Bon, Fabrice Lafitte. On va chercher Lafitte. Si Émilie Dez, et quand vous dites le mystère reste entier, c'est vrai qu'officiellement il reste entier, mais j'ai quand même le sentiment, Christophe Rondelat, que tous ceux qui ont approché ce dossier, et même donc le public, comprend aujourd'hui à peu près ce qui a pu se passer, vous l'avez dit tout à l'heure. Il y a quand même deux, trois trucs qui restent en l'air. Est-ce que Bernard Laroche, quand il enlève Grégory, qui joue sur le tas de sable devant la maison pendant que sa maman fait le repas, est-ce que Bernard Laroche, quand il enlève Grégory, sait qu'au bout, il va être tué? Ça n'est pas prouvé. Bernard Laroche peut très bien ne pas avoir su quelle était l'issue. Mais par exemple, ça c'est pas avéré qu'il l'a enlevé. Ça, avéré. Si vous voulez, la vérité judiciaire, c'est le néant. D'accord. Non, mais je le dis pour les auditeurs. Il y a un certain nombre de témoins
Quand un bonhomme qui allait coucher, qui allait tirer son coup avec une bonne femme à côté, qui donc à l'époque n'a pas témoigné, qui a vu Bernard Laroche et Muriel Boll et le fils de Bernard Laroche qui était dans la voiture, ils les ont vus à proximité de la maison des Villemain. Sauf qu'ils l'ont pas dit à l'époque, parce que comme ils allaient tirer leur coup à la même heure et que personne ne devait le savoir, voilà, ils l'ont pas dit, ils l'ont dit en 90, 6 ans après. Voilà. Donc on a vu Bernard Laroche. D'autres personnes ont vu Bernard Laroche dans cette voiture verte, cette 4L verte, aux abords de la maison de Grégory. Donc le fait que Bernard Laroche ait conduit l'enlèvement de Grégory, honnêtement, il n'y a plus beaucoup de doutes. Et que Muriel Boll était avec lui, il n'y a plus beaucoup. Je remercie donc Émilie Dez. Il est 11h39. On est avec notre ami, bien sûr, qui va pouvoir... Oui, Christophe Ondelat, qui nous parle de l'affaire Grégory et qui utilise parfois des métaphores, vous l'aurez compris, pour expliquer une aventure amoureuse entre deux personnes. Il est 11h39. 11h, 13h. Bon. Pascal Praud sur Europe 1. Christophe Ondelat, le mobile. Pourquoi est-ce qu'on tue cet enfant ? Alors, on a toujours évoqué un mobile, qui est la réussite professionnelle de Jean-Marie Villemain. On met tout ça quand même entre guillemets. Il est contremaître depuis 4 ans. Voilà. Et Bernard Laroche, lui, pendant toutes ces années, n'est pas contremaître, mais quand même, avant le meurtre de Grégory, il l'est devenu contremaître aussi. Ce qui fait douter un peu du mobile. Il y a un deuxième mobile qui est beaucoup plus intéressant. C'est que Grégory est un petit garçon de 4 ans très, très éveillé. Voilà. Et plutôt rigolo, plutôt sympa. Qui vit dans une atmosphère saine. Le couple Villemain va bien. Donc, voilà. Grégory est un gamin porteur d'avenir, on va dire. Le fils de Bernard Laroche, Sébastien, qui est dans la voiture et qui a exactement le même âge que Grégory, est handicapé. Il a des problèmes de santé. Sa vie, possiblement, ne sera pas la même que celle de Grégory. Peut-être que la haine, elle s'est construite autour de ça. Mais enfin, si vous voulez, dans cette famille, il y a des dossiers depuis des décennies. Il y a des partouzes, il y a des enfants naturels, il y a des gamins qui sont les enfants de leur grand-père, enfin, il y a tout ça, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est une famille, qui est travaillée par tout un tas de choses depuis des années et des années, et la mort de Grégory est, le point final de cette haine. Et beaucoup sont encore vivants, c'est ça qui est le paradoxe, oui. Puisqu'on va écouter par exemple Marie-Ange Laroche, qui est la veuve de Bernard Laroche, et figurez-vous qu'elle était invitée de BFM, vos amis, dimanche. Donc ça cesse à chaque fois qu'il y a quelque chose de remontrer Bernard sans arrêt. Faut penser que les enfants en ont souffert. Maintenant j'ai mes petits-enfants qui en souffrent. Il faut dire stop, je dis stop. Si j'ai un petit-fils qui a 14 ans, à l'école, il a déjà des remontrances à ce sujet, quoi, mais faut arrêter, alors que c'est pas lui. Je suis sûr, j'en suis persuadé, c'est pas lui. Faut arrêter de le présenter chaque fois qu'il y a quelque chose, aux écrans, les images et tout, c'est invivable, quoi. Bon, on se souvient de Marie-Ange Laroche, bien sûr, veuve de Bernard Laroche. Et ce matin, dans le Petit Matin, vous l'avez dit tout à l'heure, Patricia Tourangeau était interrogée et elle parle du complot familial et elle reprend la thèse que vous avez expliquée tout à l'heure. La justice elle-même écrit en 93 qu'il existe des charges très sérieuses contre Bernard Laroche d'avoir enlevé Grégory Villemain le 16 octobre 84. Mais pour le reste, on ne sait toujours pas au bout de 40 ans si c'est le kidnappeur qui est allé jusqu'au bout de son acte et qui a jeté à l'eau Grégory dans la Vologne ou s'il a remis l'enfant à quelqu'un d'autre de ce petit clan d'exclus de la famille qui vouait une haine incommensurable à Jean-Marie Villemain parce que il était devenu contremaître, il était devenu chef et que le reste de la famille
qui était encore ouvrier de base dans les filatures, ne supportait pas cette ascension sociale et son indépendance, quoi. Mais on ne sait pas. Donc la justice explore en ce moment et continue à explorer. Plutôt le procureur général de Dijon l'a dit hier matin, voilà, que l'hypothèse la plus probable et qui est explorée en ce moment par la justice est celle du complot familial. Et puis on se souvient évidemment du premier juge d'instruction, le juge Jean-Michel Lambert. Il avait 32 ans, il était juge d'instruction d'Épinal, à l'allure d'un étudiant de droit, et que il était là. Le juge Lambert, vous voulez que je vous raconte en 2 minutes? Le juge Lambert, il sort de l'école de magistrature. Sur son dossier, il y a écrit apte à toutes les fonctions, sauf juge d'instruction. Et puis il y a un poste à Épinal de juge d'instruction qui est libre. Personne ne veut aller à Épinal. Je veux dire, les types, ils préfèrent être juge d'instruction à Nice qu'à Épinal. Et donc, le poste est vacant, et on finit par le lui donner. Et le juge Lambert se retrouve seul magistrat en charge de l'instruction à Épinal. Il traite pas que de l'affaire Grégory. Mais à la base, à sa sortie de l'école de magistrature, on a dit qu'il n'était pas capable de gérer une instruction. La pause. Et Dieu est son âme, comme on dit, puisque M. Lambert est décédé. Il s'est suicidé, je crois, avec un sac de plastique, quelque chose d'abominable. 11h44, à tout de suite. Vous allez pouvoir interroger notre ami Christophe Ondelat. C'est passionnant de l'écouter. C'est un Ondelat raconte avant l'heure. Nous sommes sur l'affaire Grégory. Bon, Christine Villemain. Alors, à partir du moment où le juge Lambert est dessaisi, les gendarmes aussi disparaissent de l'enquête. Et on fait basculer l'enquête à la police judiciaire. Et tout le processus va consister à orienter l'enquête sur la culpabilité de Christine Villemain, sans le début de la moindre preuve. Sans le début de la moindre preuve. En faisant planer un mystère sur le fait qu'elle aurait noyé dans la baignoire, volontairement ou involontairement, et que ne voulant pas assumer la mort de son fils, elle est allée le jeter dans la Vologne, sachant que, évidemment, tout ça est construit autour du fait qu'à l'époque, on n'a pas analysé le contenu de l'estomac du petit Grégory. Donc on ne sait pas si c'était l'eau de la rivière ou l'eau de la baignoire. Voilà. Et sur ce doute, qui est en fait un défaut de l'enquête, mais qui ne découle pas, qui n'est pas une affirmation de l'enquête, sur ce doute, on va se mettre à accuser Christine Villemain d'avoir tué son fils. Mais il y a tout un tas de contextes dedans. Les Villemain ont fait une erreur. Ils n'en sont pas responsables. Ce sont des journalistes qui leur ont trouvé un avocat. Et ils leur ont trouvé comme avocat Maître Garot. Maître Garot, qui est un avocat très, très, très à droite, on dirait d'extrême droite, et qui a lutté contre l'abolition de la peine de mort 3 ans plus tôt, qui est favorable au rétablissement de la peine de mort 3 ans après. Ça les entraîne dans des polémiques qui les dépassent, les Villemain. Ça, la présence de ces avocats très marqués, trop marqués, qui va amener le camp d'en face à stigmatiser Christine Villemain du fait qu'elle était défendue par un avocat d'extrême droite. Et donc, le camp d'en face, c'est l'avocat de Bernard Laroche, Welzer, c'est Jean-Michel Bézina, correspondant d'RTL, et de 11 autres médias avec sa femme. C'est ça qui est fascinant. C'est un business familial chez les Bézina. Donc, il fait l'opinion. C'est-à-dire que Bézina, il fait une partie de l'opinion. Vous dites, il collabore à 11 publications différentes. Quand il dit c'est Christine, il pèse beaucoup sur l'opinion. Et puis, s'ajoute à ça le patron de la PJ de Nancy qui va finir par récupérer l'entête. Et eux, ils ont un point commun, on peut le dire. Welzer est un ancien député socialiste. Et ils sont tous les 3 dans la même loge maçonnique. Voilà, ce sont des potes. Bézina, l'avocat de Bernard Laroche et le patron de la PJ sont des potes. Et ils sont liés par... Mais pas le juge Lambert. Ah non, le juge Lambert, il n'est lié à rien. Non. Donc il n'est pas dans la loge. Il n'est pas dans la loge. Mais ils vont être influencés quand même. Il est sous influence de ces gens-là. Et donc... Tout ce que vous dites là est avéré, bien sûr. Parce qu'ils étaient à la loge maçonnique. Oui. Dans la même pour loge. Pour autant qu'on puisse prouver qu'un franc-maçon est franc-maçon, il vous le confirmera pas lui-même. Dans la même loge. Dans la même loge, du Grand Orient. Bon, Patricia Touranchot, elle était là ce matin, je vous le disais, avec Alexandre Lemaire, dans le Petit Matin, et elle dit une chose qui est intéressante. Elle dit aujourd'hui, cette affaire Grégory, elle serait résolue en 8 jours.
Aujourd'hui, je veux dire, en un mois, cette affaire Grégory, elle est résolue. Il faut bien se dire ça, parce qu'il y avait énormément d'indices. Bon, l'ADN n'existait pas, la scène de crime a été polluée, l'autopsie a été mal faite. Enfin, voilà, c'est un méga fiasco judiciaire, alors qu'au départ, dès le lendemain, les gendarmes sont sur la bonne piste, et le juge Lambert aussi, d'ailleurs. Au départ, ils sont... Voilà. Oui. Patricia Tourangeau, 11h53. Alors, nous sommes avec Anne, et ça va être intéressant, peut-être... Elle a raison, Patricia, ça serait résolu. Oui. Oui. L'enquête a beaucoup avancé grâce à un logiciel qui est au cœur des enquêtes aujourd'hui, qui s'appelle Anacrim, qui a rassemblé le dossier, qui l'a digéré dans une sorte d'intelligence artificielle de l'enquête, et qui a désigné... Écoutons Anne, parce que c'est intéressant d'entendre les auditeurs, et puis les auditeurs, en l'occurrence une auditrice, a envie de vous interroger. Bonjour Anne. Oui, bonjour. Bonjour Anne. Je me permets de vous appeler parce que ma grand-mère était d'origine et Lorraine. Elle a disparu. Elle était de très près de l'éponge et ses amis aussi. Et je me rappelle de conversations qu'elles avaient alors parlant d'un crime rituel, à savoir que la famille, non pas Christine Villemain et son mari, mais le reste de la famille pratiquait la sorcellerie. Voilà, ça paraît complètement idiot, mais quand on sait qu'en France, énormément de régions étaient comme le Berry en particulier, pratiquaient ça, et pour ma grand-mère et ses amis, c'était absolument, le meurtre de cet enfant était lié à ça, et elle disait que c'était une famille qui était bien connue pour ça. Bon, voilà. Et c'était des femmes de la région. Et effectivement, moi je suis scientifique, et quand on regarde la façon dont l'enfant a été préparé, ligoté soigneusement, etc., j'ai toujours pensé qu'il y avait quelque chose de rituel. Ça paraît, bon, je suis pas du tout spécialiste, je suis pas du tout dans le métier, mais je tenais à apporter le témoignage de ces vieilles Lorraines qui habitaient là, qui avaient quitté le coin, mais qui avaient habité là toute leur vie, y avaient grandi, et qui disaient que la famille, critiquer et suspecter pratiquer la sorcellerie. Christophe, on doit vous répondre. Voilà, donc je voulais apporter leur témoignage. Oui, c'est intéressant. J'ai pas d'infos là-dessus, mais c'est possible parce qu'on est dans un huis clos de gens qui n'ont pas la lumière à tous les étages. Voilà, c'est pas des génies, tous ces gens-là. C'est une famille qui est un peu bas de plafond, quoi. Et donc, la haine est nourrie de plein de choses. Et peut-être bien de la bêtise, bien sûr. Peut-être bien des cartomanciennes. C'est possible. On va marquer une pause et Christophe reste avec nous. Alors, je crois d'ailleurs, et c'est curieux que vous n'avez jamais fait une émission complète sur Europe 1 sur l'affaire Grégory. Faudrait 2 semaines. Voilà, le dossier. Faudrait 2 semaines. Mais vous pourriez faire une semaine. Je crois que vous aviez fait une fois. Je pourrais, mais si vous voulez, si je me lance là-dedans, ça veut dire que je fais que ça pendant un mois, quoi. Un mois, non, mais vous pouvez faire 5 émissions. 5 émissions me faut un mois. Pour faire la synthèse de la totalité de l'affaire. Sans se tromper. Pardon, mais... Bon, en tout cas, c'est passionnant de vous écouter, cher Christophe. Pas le mois. C'est passionnant de vous écouter, comme toujours d'ailleurs, et on marque une pause. Moi, lorsque j'écoute, je lui dis parfois, Christophe, je suis dans ma voiture, je ne peux pas sortir de ma voiture. Non, c'est impossible. Donc j'attends la fin. C'est comme Pierre Bellemare jadis. Oui. Tu sais, tu ne peux pas sortir de ta voiture tant que tu n'as pas la fin de l'histoire. Il est 11h56. Christophe, on de la tête avec nous sur Europe 1 pour parler de l'affaire Grégory, et vous pouvez aussi réagir au 01 80 20 39 21. Tout de suite avec Pascal Prost. Bon, on a quasiment tout dit sur ce qui s'est passé, et puis maintenant, c'est l'avenir. D'abord, les époux Villemain sont toujours de ce monde, et tant mieux. Ils ont eu 3 enfants, ils vivent, je crois, dans la banlieue parisienne. Ils ne communiquent jamais. Ils n'ont plus parlé depuis... La dernière fois, c'était... Jean-Marie Cavada, je crois. Je peux dire ça. Ça date. Ils se sont reconstruits, même si j'aime pas trop cette expression, mais ils se sont reconstruits, et puis ils vivent comme on peut vivre dans ces cas-là, avec ce souvenir atroce. Le dossier n'est pas terminé. Le dossier n'est pas refermé. Si vous voulez, la police scientifique progresse à une vitesse incroyable. Donc, toutes les tentatives de trouver de l'ADN dans les cordelettes et dans les lettres du corbeau, et les enveloppes, les timbres, etc., se sont soldés par des échecs au début des années 2000. Mais aujourd'hui, la capacité de la police scientifique à trouver de l'ADN est considérable. La vraie piste, c'est la voix, parce que on a la revendication, c'est ça qui est sidérant. C'est-à-dire que le petit Grégory vient de mourir, et il y a une voix qui appelle, qui dit « J'ai tué le chef, je me suis vengé », etc. Alors ça, c'est un courrier. Le propos est en courrier. D'accord. Mais on a des enregistrements du corbeau.
réalisés à l'époque sur cassette, qui se sont dégradés, qui ont été numérisés à un moment donné, etc. Mais aujourd'hui, grâce au numérique, on peut arriver à établir qui a fait ces enregistrements. Et on y est arrivé. Les Jacob, Jacqueline Jacob et Marcel Jacob, donc les fameux grands tontons de Grégory. Qui ont été à un moment désignés comme suspects. Qui ont été disposés, qui ont été mis en examen. C'est-à-dire que le scénario imaginé, c'est Muriel Boll avec Bernard Laroche, qui livre, d'une certaine manière, le petit Grégory à ses époux Jacob, qui sont également toujours de ce monde aujourd'hui, mais qui sont sans doute très vieux. Mais est-ce qu'ils sont seuls? On n'est pas sûr. Est-ce qu'il n'y a pas des personnes avec eux? Muriel Boll, elle sait. Muriel Boll sait. C'est-à-dire que, imaginons que les époux Jacob, qui ont 80 ans aujourd'hui, ils craqueront plus. Ça fait 40 ans qu'ils se sont verrouillés, ils craqueront plus. Muriel Boll... il y a qu'elle qui peut, en dehors des recherches scientifiques et techniques il y a qu'elle qui peut craquer. Voilà. Il y a qu'elle qui peut revenir sur ceux qu'elle a niés à l'époque. Muriel Boll a clairement dit, du haut de ses 15 ans, avec son côté un peu coincé, de gamine pas très éveillée, elle a dit, j'étais dans la voiture, Bernard a fait monter Grégory dans la voiture, on a roulé jusqu'à Docelles, et à Docelles, il est parti avec Grégory, il est revenu sans lui. Voilà. Elle l'a dit, elle peut pas l'avoir inventé. On peut pas imaginer que cette gamine ait inventé ça. Alors, et elle est revenue sur ses déclarations. Ah bah oui, alors à la suite d'une faute du juge Lambert, c'est le week-end de la Toussaint, le juge Lambert, ça lui casse les pieds de gâcher son week-end de la Toussaint, donc il la laisse rentrer chez elle. Et quand elle arrive chez elle, elle se fait ratatiner par la famille de Bernard Laroche, et notamment par sa sœur, Marie-Ange Laroche, qui, on dit à l'époque qu'elle a pris une rouste. Et il y a un certain nombre de personnes... Parce que c'est sa sœur, c'est ça qui est important. Marie-Ange Laroche est la sœur de Muriel Boll. Ouais. Et donc la nièce de Bernard Laroche. Oui, donc on sait aussi par un certain nombre de témoins que au cours de ce week-end où Muriel Boll rentre à la maison, donc elle prend une ratatinée, et il y a des témoins, il y a des gens qui étaient là, qui ont mis beaucoup de temps à parler, mais qui ont parlé depuis. Muriel Boll tient la vérité de cette histoire. Elle est cadenassée, les psychiatres... Elle a 55 ans aujourd'hui. Ouais, oui, pile poil. Elle est cadenassée, mais on peut imaginer qu'à un moment donné, elle puisse se soulager. Ça va être compliqué parce que tout à l'heure, vous avez diffusé une interview de Marie-Ange Laroche. Elle est restée cadenassée aussi. Et sans doute fait-elle pression sur Muriel Boll pour qu'elle ne revienne pas. Oui, on ne sait même pas s'il y a des contacts aujourd'hui, mais plus personne n'a intérêt à revenir sur ce qu'il a dit ou ce qu'elle a dit il y a 40 ans, sans doute. L'homme peut toujours avoir envie de soulager sa conscience, vous savez. Merci, cher Christophe Ondelat. Je ne sais pas le programme aujourd'hui de Ondelat raconte. Je ne sais jamais quand c'est... c'est la semaine spéciale Le Pire de l'Amérique, et ce sera sur le clown tueur John Wayne Gacy. Alors, on a parlé tout à l'heure de Frédéric Potcher. Frédéric Potcher, qui était un grand ancien de nos métiers, un grand ancien de la police judiciaire. Alors, pour ceux... De la justice, plus que la police. Exactement, de la justice. Pour ceux qui écoutaient Europe 1 dans les années 60 et 70, écoutons Frédéric Potcher. Et c'est un son qui nous est envoyé par Sylvaine Denis, qui l'a sorti il y a quelques minutes. Et c'est la fin du procès de Patrick Henry le 20 janvier 1977. Eh bien, comme vous le savez, Patrick Henry a sauvé sa tête à la suite d'un délibéré qui a duré 1h30, et après 2 très belles plaidoiries, une de Maître Boquillon, qui est bâtonnier du barreau de Chaumont, et surtout une de Maître Badinter, avocat au barreau de Paris. Mais auparavant, le président avait posé à Patrick Henry la question rituelle, après les plaidoiries. Accusé, avez-vous quelque chose à ajouter? Frédéric Potcher. On n'a pas le temps de tout écouter, parce que Potcher, quand il se lançait dans un contre-du procès, ça durait. Oui, mais vous voyez, ça aussi, c'est intéressant. Vous savez combien ça dure, cette séquence? 4 minutes. Et le temps, évidemment, des journalistes est différent. Aujourd'hui, on ne demande plus un papier de 4 minutes, on demande un papier d'1 minute 15. 15 maxi. Et parfois, le rédacteur en chef nous dit
Coco, tu nous le fais court parce qu'on a beaucoup de choses. Oui. Bon, le temps aussi a changé, bien évidemment, et ce métier. Vous êtes en carte de presse depuis combien de temps? Je suis numéro 56016. Et moi, 60677. On se suit. Ouais. On se suit. Mais je suis plus vieux que vous. Dans le métier. Oui, mais et dans la vie. Ça ne se voit pas. Parce que, bon. Et vous travaillez depuis combien de temps dans ce métier, dans ce beau métier? J'ai commencé en 81, 43 ans. Et si c'était à refaire, vous seriez de nouveau journaliste? C'est le hasard qui m'a amené là-dedans. Donc moi, j'aurais tout autant aimé être prof. Le hasard? Oui. C'est le hasard du fait. Moi, je suis à Sciences Po, commence les radios locales. Je commence par une toute petite radio à Bordeaux, et puis ensuite, il y en a une à Bayonne chez moi, et puis je rentre dans cette radio locale, et c'est ça qui me fait rentrer dans le métier. Mais moi, à la base, je voulais être avocat, juge d'instruction, commissaire de police. J'aurais pu être prof. Il y a plein de métiers qui m'ont intéressé. Et d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai toujours envie de faire tous ces métiers. Alors, ça, c'est vrai que d'ailleurs, c'est amusant d'avoir cette discussion. Vous faites partie de ceux qui ont de multiples talents, et notamment, par exemple, celui à un moment de chanter, que vous avez eu. Et je fais de la musique, disons. Oui, mais de tentations multiples que vous avez, et c'est souvent des personnalités sympathiques, riches, éclectiques. Si vous voulez, moi, je suis le strict opposé, mais vous aussi, vous avez fait un parcours comme ça, de Patrick Poivre-d'Arvor, de Claire Chazal, de tous ces gens-là qui ont fait le même métier toute leur vie, pendant des décennies. Moi, en gros, au bout de 7 ou 8 ans où je fais la même chose, j'ai envie de changer. J'y suis arrivé. Bon. Alors, vous êtes en revanche toujours fidèle à votre chien. Ah oui. C'est jamais le même chien. Ça passe si, j'ai l'impression que c'est le même chien. Oui. Ça fait combien? Il a quel âge? Il a 9 ans. Ah oui. Ouais. Donc non, c'est un fox terrier, ça peut vivre jusqu'à 16-17 ans. Bon, il est gentil ce chien. Il y a beaucoup de chiens parfois à Europe 1, et il y a des chiens qui viennent nous rendre visite durant les fêtes. Sous le sapin. Mais ce chien est très gentil. Il s'appelle comment? Jaco. Jaco. Oui, J-A-C-K-O. Eh ben, merci, cher Christophe. Ça serait bien de faire une émission avec Christophe Ondelat un jour entièrement, parce que c'est vrai que il est à votre disposition. Mais non, mais pour parler de vous et puis d'échanger avec les auditeurs, parce que vous êtes une figure de ce métier. Il y a toujours un lien. Vous avez un lien avec les gens dans la rue. Ils vous parlent. Ah oui.